Bonjour à tous, et ça y est, j'ai terminé mes devoirs de vacances, j'ai lu l'un des plus gros livres de ma bibliothèque et je vous propose donc de bien commencer l'année scolaire en nous penchant ensemble sur la grosse marmite de Moby Dick, le fameux roman d'Herman Melville. Une histoire que tout le monde connaît, une quête assez simple dans le fond, la poursuite d'une baleine monstrueuse à travers tous les océans. À première vue, on dirait les dents de la mer, alors pourquoi en faire un livre si long ? C'est ce que nous allons voir à travers les 4 éléments alchimiques que désormais vous connaissez par cœur. L'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu dans lequel le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et si vous ne voulez pas que cette vidéo soit aussi longue que le roman, je vous propose d'attaquer de rechef par le traditionnel résumé de l'intrigue en 1 minute chrono. Appelons-moi Ismaël, voici la première et très célèbre phrase de ce roman de près de 1000 pages qui se trouve donc être l'histoire d'Ismaël. Eh bien non, pas vraiment. Ce roman monumental, en vérité, c'est surtout l'histoire du capitaine Achab. Un gars borné, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a dédié sa vie à un seul but, chasser et tuer Moby Dick. Moby Dick, c'est une baleine. Mieux, c'est un cachalot, donc une baleine énorme, intelligente, combative et féroce. Mieux encore, Moby Dick est un cachalot particulier puisque c'est un cachalot albinos, c'est une baleine blanche. Et encore mieux, Moby Dick, c'est la baleine particulière qui a croqué la jambe du capitaine Achab, c'est son ennemi personnel, c'est le monstre qui doit tuer de ses propres mains pour pouvoir retrouver la paix, ou plus prosaïquement, pour assouvir sa soif de vengeance. Ok, alors avec Ismaël, le narrateur, on monte à bord du Pequod, le bateau d'Achab. On rencontre l'équipage, les 3 officiers Starbuck, Stubb et Flask, avec leurs 3 harponneurs, Kiekeg, Tashtego et Daggoo. Et puis on part à l'aventure, on traverse toutes les mers et tous les océans du monde, on apprend tout sur la baleine et ses produits dérivés, on affronte la fureur des typhons et la malhonnêteté des marins français. Jusqu'à la chasse finale, le duel avec Moby Dick, qui frappé mortellement, entraînera avec lui jusqu'au fond des abysses le Pequod et tous ses occupants. Tous, sauf Ismaël, car fort heureusement, il est le seul à survivre à la noyade et se trouve donc en mesure de nous raconter cette épopée incroyable. Alors, la première chose à laquelle il faut s'habituer quand on lit ce roman, c'est son style très emphatique, très romantique, très grandiloquent. Un exemple. C'est la nuit, nous sommes sur le pont du Pequod, et Melville nous décrit le tableau de la manière suivante. Les hautes nuits prodigieuses d'étoiles semblaient des châtelaines ruisselantes de pierreries sur le velours de leurs robes à la traîne, qui dans la fière solitude de leur seigneurie chérissaient orgueilleusement la mémoire bien-aimée des nobles conquérants absents, les soleils casqués d'or. Berdaf, quel pataquès. En peinture, on appelle ça le style pompier, un style où rien n'est simple, et la moindre poubelle pleine de cendres devient, je cite, « les cendres de Gomorre, la cité maudite ». Pour le dire autrement, le style de Melville, c'est un style où tout est symbole, où tout est grand. Les références bibliques sont permanentes, jusqu'au nom des personnages, Ismaël qui dans la Bible est le premier fils d'Abraham, ou Achab qui est un roi d'Israël. Ok, mais pourquoi tant de grandiloquence ? Et puis, à quoi ça sert d'évoquer la Bible dans un livre sur la pêche à la baleine ? Eh bien, ça le rend plus grand, ça lui donne une dimension mystique, ça glisse dans l'oreille du lecteur, fais bien attention, car comme dans la Bible, le détail le plus insignifiant peut devenir un symbole puissant. La deuxième chose qui frappe le lecteur de Moby Dick, c'est sa dimension encyclopédique. Si vous n'avez pas lu ce livre, vous ne pouvez pas imaginer. Au début, ça commence par quelques informations à propos de ce que voit Ismaël dans le port de Nantucket. Par les yeux du narrateur, on assiste aux préparatifs de la pêche et on apprend beaucoup de petites choses pratiques. On peut appeler ça une sorte de reportage. On sait que tout est vrai parce que Melville lui-même a participé à des campagnes de chasse à la baleine. Du coup, on apprend tout en lisant un roman, c'est parfait. Et puis, arrivent certains chapitres qui n'ont même plus de narrateur. On oublie Ismaël et on se retrouve plongé dans un véritable cours magistral de l'histoire de la chasse ou de l'anatomie du cachalot. Par exemple, vers le milieu du livre, un chapitre s'intitule « Cétologie ». Là, Melville nous explique les différentes espèces de cétacés qu'il découpe en 3 familles. Du coup, il ouvre 3 sous-chapitres qu'il appelle livre 1, livre 2 et livre 3. Et nous voilà en train de lire un livre dans le livre, sans personnages, sans intrigue, juste un traité très sérieux de cétologie, la science des baleines. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses, mais ce n'est plus un roman, c'est une encyclopédie. Alors d'accord, un romancier fait toujours beaucoup de recherches documentaires avant d'écrire son roman, mais ici, Melville a fait tellement de recherches sur son sujet qu'il décide de nous les livrer tels quels, sans histoire, sans personnages. Une partie purement documentaire qui occupe une bonne moitié de l'épaisseur de ce livre monumental. Mais alors pourquoi il a fait ça ?
Ou à l'inverse, pourquoi Melville nous a écrit un roman alors qu'il aurait pu se contenter d'un traité scientifico-historique sur les baleines? En fait, la première raison, c'est que cette partie encyclopédique est au service du récit. Pour comprendre les subtilités de ce qui arrive au Pécode ou pour comprendre les grands dangers que court son équipage, le lecteur doit connaître les bases du métier de pêcheur, et du coup, il y a une espèce de ping-pong entre l'encyclopédie et le récit pour nous enseigner les détails utiles au fur et à mesure qu'on en a besoin. Par exemple, à un moment, le récit s'arrête et Melville consacre un chapitre au droit international de la pêche. Ensuite, on revient au récit, et on suit une négociation entre le Pécode et un bateau français qui prétend récupérer un cadavre de cachalot tué par le Pécode. En vertu du droit international de la pêche qu'on vient justement de découvrir, le Pécode récupère son cachalot. Il le découpe et y trouve un échantillon d'ambre gris. Hop, ni une ni deux, le chapitre suivant est un chapitre encyclopédique consacré à l'ambre gris. Mais bon, tout ça c'est un peu anecdotique. Et alors que je lisais ces pages et ces pages d'érudition et de pêche à la baleine, il m'a semblé qu'enfin je comprenais le tableau qui se dessinait par derrière. Le principe de construction de Moby Dick, c'est la grandeur. Et ça commence bêtement par la grandeur physique de ce roman, la brique de papier qu'on a devant soi et qu'on attaque au début de l'été. On sait qu'on va y passer du temps, on s'y attaque comme on attaque l'ascension d'une montagne. On s'y attaque comme Ismaël attaque les océans et la chasse à la baleine. Et voyez, on comprend déjà quelque chose. La simple taille du roman nous aide à comprendre l'état d'esprit du narrateur Ismaël, mais aussi l'état d'esprit d'Achab, qui fait de cette chasse l'objectif de toute une vie. Aussi, le style emphatique dont je vous parlais tout à l'heure concourt exactement au même effet. Dans Moby Dick, tout est grand. Le moindre ciel étoilé sur la mer devient un tableau légendaire. Le style pompier enfonce le clou dans notre tête de lecteur. Moby Dick n'est pas une histoire ordinaire, c'est une histoire grandiose. Enfin, l'aspect encyclopédique du livre converge vers le même but en donnant à l'ouvrage un aspect définitif et universel. Tout ce qui concerne la baleine est concentré dans ce monument de 1000 pages. Et comme dans la Bible à laquelle ce roman fait tellement référence, la grandeur, l'ambition sert un objectif unique, le message. Quel est le message de Moby Dick ? D'abord, c'est le message évident du rapport de l'homme à la nature. Il y a dans Moby Dick une référence évidente au mythe du bon sauvage, l'idée que l'homme a été créé dans un cadre naturel, une sorte de communion avec la nature, mais dont la civilisation l'a éloigné. Melville, par exemple, insiste sur le côté industriel des bateaux de pêche qui découpent les baleines et en extrait l'huile pour les vendre dans des tonneaux. Mais la nature, sous la forme de Moby Dick la baleine blanche, va se venger de l'arrogance humaine. Cette idée de mythe du bon sauvage est bien sûr renforcée par les personnages des harponneurs, Kieked, Tashtego et Daggoo, qui sont des Indiens païens en partie épargnés par les ravages de la civilisation et qui en ont gardé une certaine connaissance ancestrale de la nature. Ok. Mais ça, c'est le petit bout de la lorgnette, car derrière ce message, il y en a un autre, celui de la lutte de l'âme contre le corps, l'idée que l'âme est plus grande que le corps. Plus grande, tiens, voilà la notion de grandeur qui revient. Prenons Ismaël par exemple. Il nous dit « Mon corps n'est guère que la lie et le rebut de mon être supérieur ». Sans parler d'Achab, un vieil estropié au bout du rouleau, mais dont l'âme est d'une force incroyable qui emmènera son équipage au bout du monde dans son histoire de vengeance. Et pourquoi une telle obsession ? C'est le troisième message, le troisième thème, la lutte du bien contre le mal. Car en allant tuer cette baleine monstrueuse, Achab, Ismaël et tous les autres vont combattre le mal qui est caché en eux-mêmes. Mieux, ils vont combattre le mal qui est caché au fond de l'humanité. C'est une expiation, c'est christique, et voilà qu'on retrouve la dimension biblique de ce roman. Achab ne va pas bêtement se venger, il va se sacrifier au nom de l'humanité pour expier les péchés des hommes, et on est touché par le fait qu'Achab finisse par ressembler au monstre qu'il pourchasse. Sa jambe est en ivoire de cachalot, et, je cite, son grand front est comme un os blanchi et tout éclatant. L'ennemi que combat Achab, finalement, c'est lui-même. Voilà, mais vous commencez à me connaître et vous savez que je ne vais pas me contenter de cela, car moi ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Et Moby Dick, en plus de tous ces messages grandiloquents, nous donne une véritable leçon de littérature, laquelle ? Eh bien, Melville aurait pu se contenter d'écrire une encyclopédie sur les baleines, autrement dit, avec notre vocabulaire alchimique, un livre de la Terre à 100%. Mais comme on vient de le voir, en écrivant non pas une encyclopédie, mais un roman, il y rajoute les autres éléments, l'eau, le style pompier et grandiose, l'air, l'histoire énorme d'une quête à l'échelle de la planète entière, et une poignée de messages universels puissants et mystiques, le dénominateur commun de tous ces éléments étant leur incroyable grandeur.
À la fin d'un marathon de 1000 pages, le narrateur, qui est en vérité Melville lui-même, nous dit « Pour les yeux de tous, la vue la plus ordinaire, le spectacle le plus courant ou le plus accoutumé, prenait maintenant une signification particulière et se chargeait instantanément de sens augural. » Voilà à quoi servait l'emphase, la démesure, bref la grandeur de ce livre, et seule la littérature est capable de cela. Un traité encyclopédique de cétologie peut nous enseigner ce qu'est un cachalot, mais seule la littérature peut nous faire vivre un mythe et nous faire rencontrer un Léviathan. Et voilà une nouvelle saison qui commence en fanfare, et je voulais profiter de la rentrée pour vous soumettre une idée qui pourrait bien devenir un projet. Alors, il se trouve que plusieurs d'entre vous, en commentaire, m'ont demandé des conseils d'écriture. Certains m'ont même envoyé des manuscrits pour me demander mon avis. Il se trouve que je suis romancier et qu'en parallèle de mes vidéos littéraires, je n'arrête pas d'écrire et bien sûr, je m'intéresse énormément aux techniques d'écriture et j'y réfléchis beaucoup. Bref, mon idée, ce serait de publier de temps en temps sur cette chaîne des petites vidéos de 5 minutes environ, appelons ça un vlog, qui traiterait non pas de la lecture mais de l'écriture. J'y parlerai de techniques ou de questions pratiques qui peuvent se poser à un écrivain ou à toute personne qui essaie de raconter une histoire. J'y parlerai de personnages, de structures d'intrigue, de dialogue ou je ne sais quoi d'autre, et je pourrai aussi simplement y répondre à vos questions. Alors dites-moi si l'idée vous intéresse, ça pourrait s'appeler Alchimie de l'écriture ou quelque chose comme ça. Bonne lecture à tous, et à bientôt.